Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir TATV Africa Today. Il est 20h à Conakry et bienvenue dans ce journal. En prélude des élections locales prévues en début d'année 2017, selon l'accord politique du 12 octobre dernier, les partis politiques affûtent déjà leurs armes. En tout cas, au sein de l'opposition républicaine, les stratégies pour remporter plusieurs collectivités sont fixées. Chaque parti présentera bien sûr sa liste, mais des alliances sont aussi possibles. Soirée Boubacar. L'opposition républicaine s'entend sur une stratégie commune pour rafler plus de collectivités lors des élections locales à venir. L'annonce a été faite ce vendredi en plénière au quartier général de l'UFDG. On dit qu'au premier tour, chaque parti politique va avec sa liste. C'est la règle générale. Et après, lorsque chaque parti politique aura engrangé quelques suffrages, aura disposé de quelques sièges au niveau de la commune, au niveau du quartier ou du district, pour mettre en place l'exécutif de l'institution, de la commune ou du quartier ou du district, il y aura des alliances. Les alliances seront possibles pour que nous puissions avoir la possibilité de disposer de l'exécutif de ces collectivités. Cependant, les partis politiques qui forment ce groupe n'excluent pas des alliances dès le départ. Si dès le départ, certains partis estiment qu'ils peuvent tous s'allier dans des conditions particulières parce que les circonstances seraient plus favorables à l'opposition lorsque cette alliance peut avoir lieu dès le départ, ceci aussi n'est pas une règle qui est exclue. Donc nous sommes largement ouverts sur cette question. Cette formule, selon toujours Aboubakar Silla, leur permettra de devenir majoritaire lors des prochaines élections communales et communautaires. Où en est-on avec le respect des droits de l'homme en Guinée? C'est à cette question que Baouri, cofondateur et membre d'honneur de l'OGDH, a tenté de répondre en dépit de quelques failles toujours enregistrées. Baouri salue des avancées de la justice guinéenne sur certains dossiers en cours. Aïssata Fofana. La sécurité, la liberté d'expression, celle de circuler et le droit d'être un citoyen en part entière, voilà des droits basiques toujours mis en cause en Guinée d'après des activistes des droits humains. Malgré cet état primaire, la justice guinéenne veut poser des actes pour rétablir les citoyens dans leurs droits. Une action que salue l'un des pionniers de la défense des droits de l'homme en Guinée. Par exemple, je salue qu'il y a moins de 2 semaines qu'un officier qui a été accusé d'exactions graves contre des populations du côté de Mali, dans la préfecture de Mali, dans le nord-est du pays, soit inculpé et jugé avec 10 autres soldats. Je pense que c'est une bonne chose. Et progressivement, la justice doit essayer de lutter contre une impunité. Activiste au sein de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et du citoyen depuis 1990, Baouri appelle ses pairs à lutter davantage pour le respect de cette question dans le pays. Les progrès sont très lents, mais les militants des droits de l'homme doivent toujours continuer le combat et l'OGDH doit continuer avec plus d'acuité, plus de fermeté, plus de détermination et plus d'inventivité la lutte pour les droits de l'homme, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de questions nouvelles qui se posent, il y a beaucoup de moyens d'action qui sont à la portée des citoyens. Il faudrait que la question des droits de l'homme soit une dynamique civique et de citoyenneté et non pas simplement une relation entre l'État et les populations. Les droits de l'homme, une préoccupation fondamentale aujourd'hui qui interpelle les décideurs et acteurs politiques sur sa mise en œuvre en Guinée. Santé dans cette édition, les hépatites, maladies peu connues en Guinée d'après certains spécialistes, pourtant très dangereuses. Elles attaquent le foie et à tout âge. Comment se manifestent-elles? Comment se fait la prise en charge? Diao Bachir a rencontré un spécialiste. Suivez. Selon des récentes enquêtes menées par SOS Hépatite Guinée, une personne sur 3 contracte le virus de l'hépatite B. L'enseignant-chercheur Dr Yuria Diallo indique que l'hépatite de type B et C sont les plus dangereux et les plus fréquentes en Guinée. Mais comment se fait la contamination? Elles se transmettent par voie sexuelle, on verra le détail, par voie sanguine, de la mère à l'enfant, et les instruments contaminés non stérilisés, les objets personnels souillés et la drogue intraveineuse ou la drogue par voie nasale sniff. Le point focal des hépatites en Guinée précise également que l'hépatite B est autant plus dangereux que le sida.
La vitesse de sa contagion est particulièrement préoccupante. Il est 100 fois plus virulent, plus contagieux que le virus du sida, le VIH. Il peut survivre une semaine dans la nature. Il n'est pas détruit par l'alcool ni par l'éther. C'est la deuxième cause du cancer dans le monde après le tabac. Une personne sur trois sur la planète contacte le virus de l'hépatite B. En cas de douleur ou de fatigue répétée, il faut rapidement se faire consulter par un spécialiste, conseille le point focal de la maladie en Guinée. À présent, parlons de l'infertilité, un phénomène à l'origine de nombreux divorces. Après plusieurs années de couple à attendre le premier enfant, la femme est souvent pointée du doigt. Et pourtant, selon les spécialistes, l'homme peut être aussi infertile. Mais comment? La réponse dans ce reportage de Oumi Kamara. Âgée de plus de 60 ans et vivant en couple depuis 1979, cette dame qui a requis l'anonymat est toujours sans enfant. À son lieu de service, désespérée, elle nous raconte un peu son problème. Mon mari est parti en Europe pour des études. On avait 12 ans de séparation. Il est revenu encore, j'ai commencé à faire des grossesses. Je fus hospitalisée, mais je n'ai pas pu garder. C'était des avortements sur avortement. Je suis même allée à Dakar pour les soins. Une situation qui ne lui a pas rendu la tâche facile au foyer. À l'en croire, elle est traitée de tous les noms d'oiseaux. J'ai tout souffert avec mes belles-sœurs, les beaux-parents en général. On me lançait des proverbes, on disait tout. Je suis une sorcière, il y a beaucoup de choses qu'ils disaient. Et un jour, j'ai une belle-sœur qui m'a envoyé quelque part pour divorcer avec mon mari. Malgré les coups qu'elle reçoit, cette dame dit rester sereine. Depuis quelque temps, elle s'occupe inlassablement des enfants dont elle envie parfois les parents. Deux fois, j'ai une copine qui dit, j'ai perdu de temps, je n'ai pas de temps. Son enfant dit, j'envoie. Je dis, ah, vous avez la chance, vous avez un enfant. Moi, c'est à partir de mon maigre salaire que je m'occupe de moi-même et de ma famille et de mes beaux-parents. Les enfants que j'ai à la maison, je les accorde de mes affections. Je les donne des conseils. Je fais tout. On dirait une vraie maman. Comme chez celle-ci, l'infertilité est un problème majeur de bon nombre de couples et les femmes sont souvent accusées d'être responsables de cet état de fait. Ce qui serait une grosse erreur au dire de Dr Habib Touré, qui est gynécologue. Chez l'homme, les causes sont très diversifiées. La première cause d'abord, c'est les infections. Maintenant, en dépit de ça, il peut y avoir des anomalies spécifiques aux hommes. C'est par exemple la varicocèle. Lorsqu'un homme aussi présente des anomalies du sperme, qui peuvent être très très diversifiées. Un homme par exemple qui manipule dans sa profession le plomb, à travers la batterie, va être exposé à une infertilité parce que le plomb détruit les spermatozoïdes. Il en est de même chez les gros consommateurs d'alcool et de drogue. En tout cas, la société africaine foncièrement dans la coutume a encore du mal à faire porter la responsabilité de la stérilité par l'homme et la femme. Après la tenue de la COP22 au Maroc, l'heure est à la restitution des leçons tirées de cette conférence des partis. La Fédération guinéenne des promoteurs de la filière Moringa en conférence de presse ce vendredi est revenue sur l'apport de la Guinée à cette rencontre des États du monde sur le climat. Compte rendu Djanka Sissé. À Marrakech, la Fédération guinéenne des promoteurs de Moringa n'est pas restée en marge de la 22e conférence des partis. Après avoir observé une minute de silence à l'endroit de la faune et la flore, cette structure a fait un plaidoyer international auprès des Nations Unies pour l'observation d'une journée internationale dédiée aux espèces vivantes. À ce grand rendez-vous planétaire également, nous avons réitéré que la Guinée était détentrice par le biais de notre organisation du plus grand outil de prévention au changement climatique, mais aussi de promotion de l'environnement, bâti sur un programme, entendez le programme intégré de communication mondiale pour l'éducation environnementale et le climat. Nous avions également réitéré la loi FRIA qui aujourd'hui constitue un modèle phare dans notre développement. Certes, il est important de vulgariser la culture du Moringa à l'échelle internationale, mais bon nombre d'observateurs se posent la question sur l'utilité de cette plante. On s'est aperçu que le Moringa, c'est la plante la plus nutritive de toutes les espèces de la planète. Et donc,
Et on s'est dit quelque part dans les échanges dans notre organisation que ce n'est pas tous les Guinéens qui ont accès à la viande, qui ont accès au lait, qui ont accès au calcium, qui ont accès à la vitamine A, ainsi de suite. Et à travers le moringa, on pouvait bénéficier de tous ces avantages en matière de vitamines et de sels minéraux. Donc voilà ce qui nous a motivés à intégrer le moringa comme solution de lutte contre la pauvreté. Mais aussi, cette seule espèce, seules les feuilles traitent plus de 300 maladies, sans parler des écorces, des graines, les racines, les fleurs et les gentiles, bref. Au cours de cette conférence sur le climat au Maroc, la culture guinéenne a joué sa partition. D'ailleurs, le groupe Bostep a dédié un morceau à la préservation de l'environnement. L'insalubrité, le déboisement, le feu, le brousse. C'est très simple, la chanson, on parle du déboisement, on parle de ces feux de brousse, on parle de l'insalubrité, on parle vraiment de beaucoup de choses très menacées. Donc je pense que nous les artistes, par les chansons, on fait passer aussi ces messages. Le moringa est une plante rare et la découverte de cette essence forestière a été rendue possible grâce à l'arrivée des volontaires du Corps de la Paix. Et les premiers CVD ont été posés dans le pays en fin 99. On le retrouve généralement à Moyenne-Guinée et dans la région de la Basse-Côte. La FOMBA, la Fondation Binta Anne pour les femmes et les enfants, vient de mettre un point de lecture, j'allais dire, à la disposition de l'école primaire de Kipé-An. Cette bibliothèque devra permettre aux élèves d'enrichir leurs connaissances à travers la lecture. Ce geste vient matérialiser la volonté de la structure d'accompagner le projet Conakry, capitale mondiale du livre 2017. Saalou Yombuno. C'est enfin le premier point de lecture réalisé dans le cadre du projet Conakry Capitale mondiale du livre 2017. La réalisation de cette bibliothèque est l'œuvre de l'ONG FOMBAL, regroupant en son sein des écrivains du pays. Tous se fixent pour objectif la promotion de l'éducation à travers la lecture. Notre mission générale est de promouvoir la compréhension des faits de société et de culture par la lecture, les échanges entre les générations et la lutte contre l'alphabétisme. Il nous importe aussi de mettre en place dans des établissements scolaires, comme ici l'école primaire de Kipé, mais bientôt on l'espère le collège et le lycée de Kipé, des maisons de jeunes dans les communes. Il nous importe de mettre en place des coins lecture adaptés et recevant des ouvrages, des livres provenant de toutes les maisons d'édition, des structures scolaires comme le lycée français et de particuliers. Ce geste est loin d'être la fin de la mission que s'assigne la Fondation Mère et Enfants. La structure nourrit également d'autres ambitions. Notre mission ne s'arrête pas là, elle ne fait que commencer. Car comme la bibliothèque sera bientôt fonctionnelle, nous allons demander l'appui du lycée français Albert Camus, les enseignants, l'administration, pour la collecte de nombreux livres, de jeux, de fournitures et de petits mobiliers. La mise en place de ce premier coin de lecture vient ainsi rassurer l'Harmattan guinéen quant à la réussite du plus grand rendez-vous littéraire que le pays doit connaître depuis après son indépendance. C'est le premier coin que nous ouvrons. Si ce coin marche, ça veut dire que toutes les écoles de Guinée, tous les quartiers de Guinée pourront dans les jours prochains avoir, mais il faut que l'exemple vienne d'ici. Mesurant à juste titre l'importance de la lecture dans la formation des apprenants, le directeur général de l'école primaire de Kipé Centre 1 promet d'en faire bon usage et Alama Kamara se réjouit du geste combien significatif. Le 16e sommet de la francophonie a ouvert ses portes ce samedi à Madagascar en présence d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement. Un sommet qui constitue le retour de Madagascar dans le concert des nations. Suivez. Ils sont tous là, enfin presque, parmi les 40 chefs d'État et de gouvernement réunis pour ce 16e sommet. Un grand absent,
Mohamed VI, présent sur la Grande Île depuis déjà une semaine, ne sera finalement pas là pour le discours prévu. Pas de quoi ternir l'enthousiasme du président malgache, pour qui ce sommet consacre le retour de Madagascar dans le concert des nations et qui n'a pas manqué d'interpeller ses partenaires. La communauté francophone doit multiplier les initiatives pour aller vers un monde plus juste et un développement soutenable sous toutes les latitudes. Le président malgache qui a également appelé à l'utilisation des valeurs de la francophonie pour défendre une mondialisation plus juste. Les valeurs de la francophonie, il en a beaucoup été question dans des discours plutôt convenus, mais pas celui de Justin Trudeau, le représentant canadien et son tempérament anglo-saxon qui n'a pas manqué de bousculer ses partenaires. Puisqu'on est entre amis ici, on va se dire les vraies choses. Ici, on aime parler des droits, des libertés. Eh bien, les membres des communautés lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres souffrent dans trop de pays, incluant certains membres de la francophonie. Autre moment fort de cette cérémonie, cette interlude menée par 3 slameurs, malgaches, belges et canadiens, une exhortation aux gouvernants de ce monde à saisir les enjeux de l'époque, message relayé par une secrétaire générale de l'OIF offensive. Quelle francophonie voulons-nous ? C'est à vous, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, qu'appartient la réponse. Voulez-vous une francophonie moins pensante, moins agissante, moins présente? Ou voulez-vous une francophonie en prise directe sur les urgences et les défis du monde? Une incitation à agir qui a résonné en chanson avec une dernière danse avant les réunions des délégations qui rythmeront le week-end jusqu'à l'assemblée plénière de dimanche. C'est Raúl Castro qui a pris la parole à la télévision cubaine pour annoncer la mort de son grand frère Fidel Castro. La dépouille sera incinérée aujourd'hui et les funérailles auront lieu le 4 décembre à Santiago de Cuba. Après avoir subi plusieurs opérations chirurgicales, le père de la révolution cubaine n'était pas apparu en public depuis le 8 janvier 2014. Suivez l'annonce de Raúl Castro. Querido pueblo de Cuba. Cher peuple de Cuba, c'est avec une profonde douleur que je me présente pour vous dire à vous, mais aussi à nos amis du continent américain et du monde, qu'aujourd'hui, le 25 novembre 2016, à 10h29 du soir, le commandant en chef de la révolution cubaine est mort, Fidel Castro Ruz. En accord avec la dernière volonté du compagnon Fidel, sa dépouille sera incinérée. Le peuple cubain pleure aujourd'hui le commandant en chef au charisme légendaire qui a su imposer l'indépendance de Cuba face aux puissants voisins américains. Personnage controversé, autoritaire, traité par ses opposants de dictateur, Fidel Castro était respecté par l'ensemble des peuples latino-américains. Retour sur sa vie dans ce reportage. Fidel Castro est porté par la foule dans les rues de la Havane. Ce guerriero marxiste-léniniste vient de renverser le régime. Le dictateur Batista a fui le pays. Ce 8 janvier 1959, Castro prend le pouvoir. Pendant près d'un demi-siècle, El Comandante, comme il se fait appeler, incarnera Cuba dans un règne sans partage. Alors que la guerre froide divise le monde, Castro fait le choix de l'Union soviétique. Face à lui, Kennedy, le nouvel occupant de la Maison-Blanche. En avril 1961, le président américain ordonne le débarquement dans la baie des Cochons. 1500 exilés cubains partent de Miami avec l'intention de renverser Castro. Mais l'opération est un fiasco. Dès lors, le leader Maximo n'aura de cesse de défier les États-Unis. Fidel Castro lui-même. En 1962, allié à l'URSS de Khrouchtchev, il va provoquer la crise la plus grave de la guerre froide, celle des missiles de Cuba. L'installation de missiles nucléaires soviétiques sur l'île, à quelques kilomètres seulement de la Floride, déclenche la colère de Washington. Les États-Unis menacent d'une réponse militaire. Le monde est au bord d'une troisième guerre mondiale. Mais Khrouchtchev va reculer. Isolé sur le plan diplomatique,
Cuba se voit imposer un embargo économique par les États-Unis. Dont certains, disait-on, les consignes étaient strictes. Si les cargos tentaient de se soustraire au contrôle et prétendaient continuer leur chemin, l'ordre était de tirer. Bête noire de Washington, Castro échappe à toutes les tentatives d'assassinat de la CIA. Il aura même survécu à la chute du bloc communiste. Toujours sanglé dans son uniforme, indétrônable, Castro peut se targuer d'avoir vu défiler 10 présidents américains. Il détenait à ce jour le record de longévité au pouvoir. À Cuba, il a instauré un régime politique très dur basé sur la répression. Plus d'1 million de Cubains auraient fui l'île en 50 ans. Sa visite à Paris en 1995 sera d'ailleurs très controversée. François Mitterrand reçoit Fidel Castro, officiellement une visite privée, mais le président français est l'un des rares chefs d'État occidentaux à lui faire une telle faveur. Castro dictateur, une image qu'il a toujours combattue, balayant d'un revers de main la question des droits de l'homme et des prisonniers politiques. Il fut un temps où il y avait beaucoup de prisonniers politiques pendant les premières années de la Révolution. Mais au fur et à mesure que le temps passait, c'est nous qui mettions les autres en prison quand ils essayaient de combattre la Révolution, de préparer des plans d'attentats ou de sabotage contre le pays. Brillant orateur, Castro est l'homme aux interminables discours, parfois jusqu'à 7 heures. Toujours soucieux de soigner son image, il accueille le pape en 1998, car Jean-Paul II bénéficie d'une grande popularité chez les catholiques de l'île. À ceux qui le critiquent, Castro oppose son système éducatif ou de santé comparable à ceux des pays développés. Mais en 2006, il est contraint de troquer son uniforme pour un survêtement de retraité. Victime d'une crise intestinale, affaibli, il passe progressivement les commandes à son frère Raúl. Celui-ci est devenu officiellement le nouveau président de Cuba. Retiré du pouvoir, Castro n'avait pas pour autant quitté la scène publique. Régulièrement, il livrait dans les journaux cubains ses réflexions sur l'actualité. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et passez un excellent week-end. Bonsoir.